Bien sûr, bien sûr. Alors bonsoir à tous justement. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Alors pour me présenter en 2 lignes, je suis, médecin interniste général, donc je fais de la médecine générale, et en particulier en fait de la médecine holistique. Donc je m'occupe de prendre en charge vraiment les patientes d'une manière globale, donc sur le plan physique, émotionnel, mental et ce soir on verra ce que ça veut dire exactement. Et donc, c'est vraiment un plaisir en fait de commencer à collaborer avec la clinique parce que comme ça, on pourra vraiment créer une prise en charge intégrative et holistique de la femme. Donc, Voilà, absolument. Peut-être juste un petit mot, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à la clinique. Peut-être une petite définition du mot holistique et puis global et intégral par rapport à la médecine classique, puisque bah, vous avez les deux facettes, hein, la médecine allopathique et puis une médecine plutôt intégrative et globale. exactement, ouais. Donc oui, avec la médecine holistique, comme je disais, ben, on va prendre la patiente donc en charge aussi sur le plan physique, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc vraiment voir d'aller chercher la cause des problèmes et pas seulement supprimer les symptômes superficiellement, mais vraiment aller les régler à la racine. Puis ce Ouais. soir, je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Magnifique. Bah, écoutez, pour l'instant, on est une trentaine, donc je pense on va démarrer tranquillement. Donc, je vous laisse la scène. Je vais partager alors l'écran, comme ça je commence à partager la présentation, si tout se passe bien. Alors, est-ce que vous la voyez? Euh, Pas encore. Voilà, c'est tout bon. C'est en train de. Oui. On y est. C'est tout bon? Ok, d'accord. Alors justement, comme a dit le docteur Martinet, que je remercie beaucoup pour ce soir, vu le succès un peu de la dernière fois, nous avons décidé donc de reproposer ce thème du cerveau émotionnel, donc sur la santé de la femme. C'est un thème très vaste dont on va aborder quelques points ce soir afin vraiment de comprendre certaines clés importantes que j'espère puissent déjà vous être utiles dès demain. Donc ce soir, j'aimerais amener un mot qui est le mot connexion. On est souvent habitué en fait à séparer le corps humain comme un peu une machine dans le but d'étudier toutes ses pièces, comprendre comment les réparer. Et on est souvent en fait habitué à séparer la partie mentale, émotionnelle du physique. Donc un peu ce qu'on peut voir et toucher par rapport à ce qu'on ressent tout simplement à l'intérieur. Bien alors ce soir, j'aimerais vraiment connecter ces différents plans qui semblent apparemment séparés, mais qui en réalité nous donnent les clés pour comprendre comment notre cerveau émotionnel impacte concrètement en fait notre santé et quoi faire pour y remédier. Donc, quand on parle de maladie et de prévention, on entend souvent dire que pour avoir une bonne santé, il faudrait avoir des bonnes habitudes, donc bien manger, faire de l'activité physique, etc., ne pas éviter de fumer, de boire de l'alcool, et savoir gérer le stress. Mais pourquoi on se concentre en fait souvent sur la gestion du stress plutôt que son origine? Donc j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ça. C'est comme si on avait en fait une perte d'essence dans la voiture et on se concentrait à gérer la conduite pour qu'il y ait pas plus de dégâts, plutôt qu'aller régler le problème à la source. Donc avec la médecine holistique et intégrative, comme on a dit avant, on va vraiment s'occuper de trouver et résoudre la cause de tout symptôme euh, et souvent, les patientes viennent en disant que l'un des problèmes principaux, par exemple, vient de la fatigue. C'est la fatigue qui vraiment pèse au quotidien. Et je leur explique qu'il est important de voir où l'énergie se dissipe avant de remplir le réservoir. Donc, un peu boucher le trou plutôt que seulement faire beaucoup d'efforts pour remplir le réservoir. Donc, c'est là où on va chercher vraiment la cause du problème. Donc là, ce soir, je vais vous expliquer les éléments clés sur lesquels il est important de se concentrer lorsqu'on parle vraiment de cette santé holistique. Et chez la femme, on sait que le stress chronique, en particulier, affecte vraiment la santé de la femme, que ce soit depuis la régulation hormonale jusqu'à la qualité des ovocytes, à la fonction utérine. Là, vous voyez quelques exemples où vraiment le stress va influencer le cycle menstruel, donc les hormones, peut induire différentes pathologies dont peut-être vous avez déjà entendu parler, comme le syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, bien sûr, le stress va induire donc un excès de radicaux libres, de stress, donc oxydatif. Donc, ça veut dire qu'on a une surproduction de plein de molécules pro-inflammatoires qui aggravent des pathologies comme l'endométriose et peuvent diminuer même la fertilité. Donc, pourquoi en fait le stress a vraiment tout ce pouvoir sur la santé? On en parle souvent, mais là, on va voir vraiment concrètement ce que ça veut dire. Lorsqu'une personne est stressée, le corps active une réponse dans le corps, donc biologique, qui libère des hormones de stress
et notamment le cortisol, peut-être vous l'avez déjà entendu nommer. C'est une hormone vitale qui prépare le corps en fait à affronter une menace en augmentant la vigilance, le sucre dans le sang et en modulant les réponses vraiment inflammatoires. Donc là, vous voyez en fait le schéma où sont impliquées différentes glandes. Donc pour que le cortisol soit libéré, c'est toute une cascade qui part du cerveau et qui aboutit donc aux surrénales qui produisent le cortisol. Et donc ce cortisol va vraiment avoir un impact sur tout le fonctionnement du corps, y compris le système immunitaire et le système reproducteur. Donc si on voit précisément la cascade, euh, on voit qu'une exposition en fait prolongée au cortisol peut supprimer vraiment les fonctions immunitaires. Donc rendre en fait le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Et cela va induire une dérégulation de l'immunité qui amène à une inflammation chronique. Et on sait bien que l'inflammation chronique est associée à diverses maladies. On peut dire même presque toutes les maladies. Et donc, si on veut résoudre la cause du problème, en fait, on peut agir à différents niveaux. On peut donner un anti-inflammatoire, on agit au niveau de l'inflammation. On peut essayer de booster l'immunité. Et un patient, une fois, m'a même dit qu'il aimerait un médicament qui puisse bloquer le cortisol, mais ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, on voit qu'on ne résout vraiment pas la cause en amont, et donc on travaille plutôt, on a tendance à travailler qu'avec les effets. Donc concrètement, la réaction physique de l'inflammation et de la maladie en général est en réalité une réponse orchestrée par le système nerveux hormonal qui essaie de compenser, en fait, de trouver une voie de sortie à un stimulus qui est le stress. Donc si on va en amont encore, qu'est-ce qui déclenche ce stress? Alors, c'est bien notre cerveau. D'accord? C'est lui qui va processer et qui va donc répondre avec le stress. Mais en fonction de quoi? Donc, pourquoi on est stressé, tout simplement? Les réponses typiques, on dit, bah, c'est le travail, les enfants, la société, les factures, j'ai pas le temps, etc. Mais est-ce que deux personnes qui sont dans la même situation, je fais toujours l'exemple du trafic, devant un feu rouge, deux personnes sont en retard, est-ce qu'elles ont le même niveau? Peut-être un chante et écoute la musique, tandis que l'autre, en fait, est super stressé. Donc, même deux personnes qui font le même travail dans la même entreprise ne ressentent pas la même chose, le même stress. Donc, on voit qu'une apparente cause, donc qui peut être le trafic, le travail, etc., quand elle n'est pas absolue, ça veut dire que ce n'est pas vraiment la vraie cause. Donc, chacun de nous vit le quotidien de manière différente. Et quelle est vraiment cette grande différence qui nous distingue? C'est la perception. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, lorsque c'est jamais le facteur externe, donc la société, le travail, etc., qui va vraiment être la cause du stress. La cause du stress, c'est notre perception face au stimulus externe. Et d'ailleurs, par définition, vraiment, vous voyez ici, le stress est une réponse, en fait, de notre organisme face à une menace qu'il perçoit, en fait, qui est comme dépassant, en fait, ses ressources. Si on n'arrive pas à affronter quelque chose, on la perçoit comme un stress. Donc, c'est vraiment très relatif. Il n'y a pas de stress absolu pour tout le monde. Donc, le facteur clé qui domine, en fait, notre état de stress, c'est vraiment la perception. C'est elle qui fait toute la différence. C'est normal qu'il y a des facteurs qui sont qui peuvent favoriser l'anxiété chez beaucoup de personnes, d'accord? Si on travaille 12 heures par jour, beaucoup de personnes se sentiraient stressées quand même. Mais il y a même des personnes qui adorent ça. Donc, vraiment, tout est relatif. Et donc, on comprend petit à petit, si on fait attention, que la vraie cause du stress, c'est notre perception. Donc, plutôt que se concentrer sur l'extérieur, on commence à se concentrer plutôt sur l'intérieur. Et Et peut-être, ça, on le voit vraiment dans les cascades que je vous ai montrées avant. Donc, plutôt que gérer le stress, il faudrait un petit peu apprendre à connaître et transformer notre perception. Donc, ne pas se concentrer encore une fois sur l'extérieur, mais plutôt sur l'intérieur. Donc, le cortisol élevé qu'on peut doser aussi dans le sang, c'est pas la cause ultime, c'est une des causes, mais c'est pas la cause ultime de la maladie, mais c'est seulement un effet, en fait, d'une cause qui est encore plus en amont. Et c'est un signe, en fait, que vous êtes en alerte, que votre système nerveux n'arrive pas à lâcher prise. Il a besoin de rester un peu en contrôle et cela se reflète, en fait, dans votre manière d'agir, de penser et bien sûr aussi dans votre santé. et Donc, donc notre peut-être, père... Pardon. Carino, le cortisol lui-même, Oui, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il est je ne mauvais? vous vois pas, mais je vous entends, pardon. Le cortisol, est-ce qu'en Oui. lui-même, il est mauvais, il est dangereux sur un court terme? Alors, sur le court terme, non. C'est vraiment sur le long terme, en fait, que ça devient plutôt nocif. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que vraiment, c'est une hormone vitale.
Les personnes qui n'ont pas assez de cortisol, en fait, sont vraiment en danger de vie. C'est une hormone qui est très vitale, donc c'est bien de souligner ce point. Par contre, le cortisol à long terme, c'est pour ça qu'on parle souvent de stress chronique, en fait, c'est ça qui endommage notre organisme et qui cause toute la cascade que j'ai montrée avant. Ouais, des petits coups de stress, finalement, c'est souvent le mécanisme d'adaptation que l'on Exactement. fait parce on a besoin de stress, on a besoin à un petit moment donné. Hein, c'est ce qui reste des réflexes primitifs que nous avons, mais sur le long terme, Ouais, effectivement, dans notre société, ça cause des dégâts. exactement. Exactement. C'est un peu comme le sport, en fait. Le sport en soi, c'est un stress. Mais c'est un stress de courte durée qui nous permet d'adapter notre corps et de construire, en fait, une meilleure force. Donc, c'est l'exemple typique pour ça. Absolument. Donc, lorsqu'on parle de cette perception, en fait, si on va encore plus loin, on voit que notre perception est vraiment façonnée par notre cerveau émotionnel qui filtre les informations et qui nous arrivent en fait de l'extérieur. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il prend des informations de l'intérieur, de l'extérieur, il les interprète et décide une réponse. D'accord? Et puis c'est notre cerveau émotionnel qui va filtrer aussi ces informations et directement influencer la réponse du système nerveux, du système hormonal et donc le fonctionnement en fait de tout le corps. Juste anatomiquement, quand on parle de cerveau émotionnel, c'est pas une zone précise du cerveau, mais c'est un ensemble de structures en fait qui travaillent ensemble, qui gèrent et intègrent en fait les émotions. Donc c'est vraiment la partie, les zones qui reçoivent les premières informations brutes pour répondre rapidement, avant que notre cerveau plutôt rationnel ait pu analyser vraiment tous les détails, toutes les informations de manière approfondie. C'est un peu comme quand vous rentrez dans une pièce et vous voyez quelque chose surgir dans la pénombre, vous allez sursauter avant de comprendre si c'est bien une grosse araignée ou c'est juste un bout de papier qui a bougé. D'accord? Donc les émotions vont vraiment servir de filtre pour interpréter les informations et nous protéger. Petite parenthèse, juste s'il y a Oui, des questions, j'aurais dû le dire peut-être aussi au début, il y a le chat hein, que vous avez. N'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure parce qu'il y a certains éléments peut-être qui sont nouveaux, un petit peu complexes. On va répondre au fur et à mesure selon la question. On aura aussi du temps pour les questions à la fin, mais voilà, si c'est un élément qui vous concerne ou une question d'ordre général, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà, je laisse bien continuer. sûr. Merci beaucoup. Et donc, quand il y a des émotions, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est important de comprendre en fait que chaque émotion va générer vraiment un cocktail en fait de molécules chimiques dans notre corps qu'on appelle des neuropeptides, des molécules d'émotion. Des fois, dans les livres, on va lire, qui va nourrir et influencer en fait le comportement de nos cellules, que ce soit le système immunitaire, reproducteur, vraiment tous les systèmes. D'accord? Ces formules vont vraiment avoir le rôle de message pour l'ensemble de nos cellules. C'est des instructions. Donc là, je vous montre des exemples de quelques molécules qui sont associées en fait à certaines émotions, certains sentiments, d'accord? Donc, quand on entend parler de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, etc., ce sont un peu les molécules du bien-être, de la relaxation, et c'est vrai. Par contre, à l'inverse, lorsqu'on parle de peur, donc de cortisol, d'adrénaline, de protéines pro-inflammatoires, de glutamate, c'est plutôt excitateur, c'est vraiment des molécules qui sont associées plutôt à un état de stress. D'accord? Et quand on parle d'antidépresseurs, par exemple, on peut prendre des antidépresseurs qui augmentent, quoi, souvent, c'est augmentent le taux de sérotonine. Donc, augmente le taux d'une molécule qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Chimiquement, c'est le cas, mais on peut avoir un bénéfice, mais la cause, en fait, de la dépression n'a pas été résolue. Ça aide, ça soulage, mais des fois, c'est justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir une médecine plutôt intégrative, c'est d'aider la personne à comprendre qu'est-ce qui est à la base, et puis pour pouvoir essayer, en tout cas, d'enlever l'antidépresseur lorsque c'est possible. Et si on va encore plus loin, on a parlé d'émotions, mais qu'est-ce qui va générer certaines émotions plutôt que d'autres? Chacun réagit d'une manière différente. Si on va un peu plus loin, on constate en fait en un mot que toutes nos émotions sont en réalité souvent générées par des schémas de pensée, souvent subconscientes, donc on n'en se rend pas compte, qui sont là et qui induisent en fait vraiment notre état émotionnel, ce qu'on ressent. On dit qu'on estime qu'on a environ 60 000 pensées par jour. Pensez qu'il y en a pas mal et dont 80% en fait semblent être plutôt négatives pour une question en fait de sélection naturelle. Si on pense en fait à nos ancêtres, euh, dans le sens, qui est-ce qui survivait? Celui qui était toujours en alerte ou celui qui restait paisible sous l'arbre ou celui en fait justement qui était en alerte parce que la distraction pouvait être fatale.
avec les prédateurs. Donc, avec le temps, l'ADN de ceux qui étaient plus stressés, alerte et pensaient plutôt négatif, étaient sélectionnés. Donc, avec le temps, en fait, c'est pour ça que ces pensées négatives sont plus faciles, en fait, pour notre cerveau. Le problème, c'est que cette capacité qui sauvait nos ancêtres, donc contre les prédateurs, aujourd'hui a tendance plutôt à nous tuer. Euh, il y a des études justement qui ont montré que même une anxiété légère augmente quand même le risque, donc diminue vraiment la durée et la qualité de vie. D'accord? Parce que le problème, c'est que on se lève le matin avec un esprit submergé par une meute de prédateurs imaginaires. Le travail, les factures, l'organisation même de nos vacances arrivent à nous stresser. Et donc, nos schémas de pensée ont vraiment un impact concret, en fait, sur notre santé, par la cascade qu'on est en train de vraiment de dévoiler maintenant. Donc, être consciente aussi des types de pensées qui nous viennent le matin ou même toute la journée nous montre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les habitudes, dans les automatismes, en fait, subconscients. Et Et qu'est-ce si qui va on... créer un schéma de pensée? Pardon? Qu'est-ce qui va créer un schéma de pensée chez une personne? On est là, justement. On va encore plus loin. On va encore plus en amont, en fait. Nos pensées sont façonnées en réalité par notre système de croyance, qui a été construit pendant nos 7 premières années de vie, en fait. C'est là, en fait, pendant notre enfance, principalement, qu'on absorbe énormément. On absorbe ce qui est juste, ce qui est faux, qui on est. Donc, on construit aussi notre identité par rapport aux autres. Donc, comment on se sent face aux autres? Donc, en public, avec une autre personne, en relation, envers notre féminité aussi en tant que femme. Comment on va réagir aux événements, etc. On l'a appris pendant l'enfance et puis on répète ces schémas aussi à l'âge adulte. Et donc, ces croyances, en fait, sont souvent subconscientes. Ça veut dire qu'on n'en a pas conscience, elles sont automatiques. C'est elles qui vont agir comme vraiment comme des filtres, un mode d'emploi un peu, qui va nous dire comment interpréter chaque stimulus que nous percevons. C'est quelque chose d'automatique sur laquelle, en fait, on ne réfléchit pas. C'est vraiment automatique. C'est une habitude. Et c'est là, en fait, que naissent les concepts aussi de placebo, de nocebo. Souvent, c'est sous-estimé, on dit c'est juste un effet placebo. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de la puissance, en fait, de l'impact vraiment significatif sur notre santé de ces croyances-là, qui induisent, en fait, vraiment toute la cascade simplifiée que je vous montre ici. Il y a de nombreuses études qui se sont aussi intéressées à ce sujet. Je vous montre quelques exemples, il y en a vraiment énormément. Euh, Par exemple, en fait, vraiment, c'est grâce au changement du système de croyance, il y a des femmes qui ont réussi à perdre spontanément du poids. Il y en avait, dans cette étude en particulier, il y en avait 84 femmes de ménage. Un tiers pensaient ne pas faire du sport, deux tiers qui pensaient ne pas en faire vraiment régulièrement. Elles avaient un corps vraiment sédentaire. Et les chercheurs ont changé le modèle de réalité, en fait, de la moitié du groupe. Donc, ils lui ont montré des statistiques, ils lui ont montré, en fait, que leur activité au sein du travail était une activité, en fait, qui était soutenue et dépassait même les recommandations du ministère de la Santé. Et puis en fait, après un mois, il y a eu une perte de poids, il y avait une meilleure tension artérielle, etc. Sans que les personnes aient vraiment modifié leur habitude. C'est vraiment juste en croyant, en fait, en changeant leur croyance, que leur corps s'est modifié. Là, je vous montre un autre exemple, tout simple, c'était vraiment un tout petit groupe, mais pour vous montrer que ça peut aller aussi au niveau chirurgical. C'est des patients qui avaient des douleurs de genoux. Il y a une amélioration des symptômes, même chez les personnes qui n'avaient pas été opérées, mais qui croyaient avoir eu une intervention. Donc, et puis, il y en a énormément d'exemples, en fait, comme ça, dans différents domaines, lorsque les personnes se sont intéressées vraiment à l'effet placebo et nocebo aussi. Et là, je vous montre un autre, donc un exemple frappant quand même, c'est ce qu'a réalisé le docteur Escudero en Espagne grâce à ce qu'il appelle la nosithérapie. C'est un chirurgien qui a opéré pendant 44 ans, en fait, sans anesthésie, euh, vraiment, mais seulement avec une anesthésie qu'il appelle psychologique. En fait, grâce à la connaissance du lien étroit entre notre cerveau, nos pensées et nos croyances avec le corps physique, il a réussi à induire en fait un état de relaxation tel que les personnes étaient éveillées, mais ne ressentaient pas la douleur. Donc, il utilisait certains exercices, notamment de respiration. Et vous voyez en fait dans la vidéo que la personne n'est même pas, il n'y avait même pas de monitoring. Oui, c'était le siècle passé, il n'y avait même pas de monitoring. Il contrôlait simplement qu'elle était dans cet état-là de relaxation. Et puis, il a opéré, que ce soit des prothèses, que ce soit des césariennes aussi, que ce soit des varices, des hernies. Il a opéré plein de choses en fait dans cet état d'anesthésie psychologique.
Mais quel est l'état en fait dans lequel elle induit ses patients? C'est l'état de cohérence cérébrale. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un état d'équilibre entre les deux hémisphères cérébraux. En fait, il y a une harmonisation aussi de l'activité électrique. On va voir ce que ça veut dire. Donc, dans cet état de cohérence cérébrale, tout le fonctionnement du cerveau et de notre organisme est potentialisé. Donc, il fonctionne encore mieux. Donc, on a une meilleure clarté mentale, une meilleure fonction cellulaire, une meilleure mémoire, une meilleure créativité, intuition, et puis on ressent moins le stress, on est moins fatigué. Donc là, je vous montre les ondes cérébrales. Il faut savoir que notre cerveau est une centrale électrique et présente différents types d'ondes à des vitesses différentes. Là, vous voyez la plus lente jusqu'à la plus rapide. Et chacune va induire en fait un signal qui sera envoyé à toutes nos cellules. Donc lorsque l'une ou l'autre de ces ondes est prédominante, les effets sur la santé changent. Et lorsqu'il y a une harmonisation de ce signal, ça veut dire qu'elle fonctionne vraiment d'une manière harmonieuse. C'est comme un rythme. D'accord? Et le bénéfice, en fait, de chaque onde est meilleur parce qu'on a accès, en fait, à toutes nos ressources dans le cerveau. Donc, tout est en communication dans le cerveau. Il faut penser que lorsqu'on a une forte émotion, par exemple, on est stressé, on a la sensation, les patients me disent souvent, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à contrôler. Eh bien, c'est vrai, parce que justement, le cerveau émotionnel prend le dessus. Il est là pour nous protéger. D'accord? Et donc, vous n'avez pas accès aux autres parties plus rationnelles qui permettent justement de réfléchir, de mémoriser. C'est les émotions qui dominent. Et donc là, en fait, on perd la cohérence, on n'a pas accès à toutes nos ressources. Donc là, je vous montre quelques effets de ces différents types d'ondes, de la plus lente qui est l'onde delta, que souvent on a dans le sommeil profond ou bien quand on est connecté en fait vraiment avec notre environnement. Donc elle facilite l'élimination des toxines, elle stimule la régénération des cellules nerveuses et la croissance des télomères, donc ça améliore la longévité. Les ondes θ, c'est celles que vous ressentez en fait quand vous êtes en train de vous endormir ou lorsque vous êtes en train de vous réveiller le matin. Quand vous avez aussi des visions, vous êtes en train de rêver, elles sont prédominantes. Et elles favorisent la créativité, la réduction du stress. Elles stimulent la régénération des tissus et des cellules. Elles aident à intégrer des nouvelles informations et donc à renforcer aussi la mémoire. Ensuite, il y a les ondes alpha qui sont un peu plus rapides, mais c'est toujours des ondes qui sont prédominantes lorsque vous êtes dans un état de relaxation, typiquement lors de la méditation, par exemple. Et là, vous avez en fait une augmentation de la sérotonine dont on a parlé avant, donc amélioration de l'humeur, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Elle stimule aussi la synthèse de votre ADN. Donc, les gènes aussi s'expriment une meilleure manière. Donc, ça influence l'épigénétique, ce qu'on appelle, donc les facteurs qui influencent l'expression des gènes. Et ça optimise aussi toutes les fonctions du système immunitaire. Donc, le système immunitaire fonctionne beaucoup mieux dans cet état. Les ondes bêta, c'est celles qui sont encore plus rapides, surtout celles qui sont vraiment les ondes bêta les plus rapides. Elles, par contre, elles augmentent justement la production de cortisol, donc le stress, et inhibent la croissance en fait des cellules. Donc, c'est celles-ci en fait qui induisent cet état plutôt de stress. Puis les ondes gamma qui sont très, très, très rapides, elles, par contre, encore favorisent la régénération cellulaire et favorisent même la neuroplasticité, donc la construction de nouvelles connexions neuronales. Donc, vous les ressentez, l'onde gamma, simplement, des fois, vous pouvez être ému, par exemple. C'est un état vraiment d'émotion, de commotion, où vous sentez en fait connecté avec tout ce qui vous arrive autour. Voilà, quelques exemples. Donc, si on met ensemble tous les éléments dont on a discuté, on voit en fait clairement que la cascade, en amont d'un symptôme ou d'une maladie, euh, est vraiment plutôt complexe. Il y a vraiment plutôt beaucoup d'éléments. Et c'est typiquement comment on raisonne en fait avec une approche holistique. On se demande toujours quelle est la cause en amont. Le but étant d'agir donc à tous les niveaux. Donc là, le stress, bien sûr, comme on a vu avant, est toujours influencé donc par nos émotions et par nos systèmes de croyances, les pensées entre deux. OK? Donc, en résumé, nos pensées peuvent nous guérir, mais elles peuvent aussi nous rendre malades. Exactement, exactement. C'est bien résumé. Absolument. Et là, je vous montre un autre schéma justement pour vous montrer vraiment tous les niveaux l'un englobe toujours l'autre, d'accord? Physique, émotionnel, mental. Donc, comme je vous ai dit, on peut essayer de renforcer l'immunité, par exemple, prendre des anti-inflammatoires ou s'occuper des symptômes de la maladie et même gérer le stress. C'est pas faux en soi, hein, encore une fois, je préfère toujours le souligner. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une médecine intégrative, donc d'agir à tous les niveaux. C'est pas qu'une chose est mauvaise et l'autre est bonne, c'est vraiment de faire l'ensemble pour que ce soit le mieux possible pour la patiente. Donc là, si on agit bien sûr que par contre au niveau physique, on ignore ce qu'il y a en amont.
Donc, si en amont, on ne prend pas en charge le pourquoi du stress, donc nos émotions, nos pensées et tout le système de croyances qui influence en fait notre perception, la problématique ne sera que retardée, mais pas vraiment résolue. D'accord? Donc, c'est la compréhension vraiment de ces mécanismes qui fait la différence entre une médecine symptomatique, allopathique pure, et une médecine holistique intégrative. Là, normalement, je vous fais toujours l'exemple. Quand on se blesse, on a une blessure, on a une plaie, il y a une inflammation qui se crée. Il faut comprendre que l'inflammation est là pour résoudre le problème. Le corps est en train de mettre en place une stratégie pour résoudre le problème. Si on donne un anti-inflammatoire, on n'est pas en train d'aider le corps à résoudre le problème. D'accord? On va juste supprimer le symptôme. C'est pas faux en soi, c'est juste, c'est important toujours de savoir ce qu'on fait. Tandis qu'avec la médecine holistique et intégrative, on va faire quoi? Bon là, c'est l'exemple de la plaie, mais on va vraiment aider le corps à continuer le travail qu'il est en train de faire et le potentialiser. C'est vraiment ça l'esprit, la logique. D'accord? Je vous fais l'exemple avec une patiente justement donc une femme qui souffrait de cycles irréguliers, en lien en particulier avec un syndrome des ovaires polykystiques. Et elle essayait de résoudre la problématique en travaillant sur le plan physique, avec des compléments par exemple, ou même la pilule. Sauf que la problématique ne partait pas. Elle avait des améliorations, mais ça retombait toujours, etc. Et c'est seulement en soutenant en fait la partie émotionnelle et mentale qu'elle a vraiment pu transformer en fait les différents blocages qui induisaient constamment un état de stress, de conflit interne, et avoir en fait après un réel bénéfice sur le long terme. Donc c'est là qu'on comprend en fait que lorsqu'on comprend vraiment que toutes les cellules de notre corps sont à l'écoute de ce que leur dit le chef d'orchestre, donc notre système nerveux. Donc on comprend rapidement que dans un processus de guérison, il est crucial de travailler aussi et surtout sur le système nerveux en amont. Donc, en d'autres termes, vous pouvez prendre de nombreux compléments, avoir un soulagement, ça aide, des fois même ça suffit. Mais s'il y a un conflit émotionnel, un stress au niveau du système nerveux qui persiste, ce sera toujours le système nerveux qui décidera comment utiliser ces vitamines et ça ne suffira plus, ça va revenir. Donc, c'est toujours, bien sûr, de travailler encore une fois en amont. Donc, en pratique, comment on raisonne? En fait, la prise en charge holistique comprend différentes phases. La première, on prend conscience du fonctionnement déjà intime de notre corps et de notre cerveau. C'est ce qu'on est en train aussi de faire ce soir. Ensuite, on va identifier les conflits émotionnels, les croyances dysfonctionnelles. On va faire ce travail ensemble. Ensuite, on va bien sûr favoriser un état de cohérence cérébrale qu'on a vu où tous les fonctionnements, toutes les ressources sont potentialisées. On a accès vraiment à toutes nos ressources, pour me répéter, mais on a un état vraiment d'harmonie dans le cerveau et dans notre corps. Et puis ensuite, on va transformer les blocages et changer la perception. Donc comme ça, ce qui était stressant avant ne l'est plus par après. OK? Et bien sûr, en parallèle, on soutient toujours le corps physique. Donc on agit vraiment sur tous les plans. On soutient le corps physique avec ce qu'il faut. Donc, je vous fais un exemple, par exemple, de comment, en fait, j'accompagne aussi les patients. Enfin, on accompagne, en fait, simplement la clinique. Donc, on encourage vraiment une prise en charge toujours holistique et intégrative. Donc, l'objectif est vraiment d'agir à tous les niveaux en allant chercher la cause des problèmes à la racine. Donc, avec les patientes, j'utilise en particulier les fleurs de Bach en association avec un outil puissant qu'est la méthode Psyché. Je vous expliquerai après. Et donc là, comme ça, là, je vous ai mentionné par exemple quelques interventions aussi au niveau physique. Donc, le but, c'est vraiment d'agir tout ensemble. Donc, c'est pour ça aussi qu'à la clinique, on a aussi différents spécialistes pour pouvoir aider à tous les niveaux. Voilà. Absolument. Je crois que vous avez dit une chose qui était très importante par rapport au cerveau étant le chef d'orchestre. Très souvent, on a un peu tendance à l'oublier. On est dans des pensées, même des pensées qui sont justement ces boucles, ces croyances dont il n'y a même pas conscience, pardon. Et puis, à travers le système nerveux autonome, donc particulièrement si on prend les ovaires, le cycle, l'endométriose, toutes ces parties-là, c'est qu'inconsciemment, eh bien, ils vont réguler soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, notamment s'il y a des pensées négatives, justement, ça va être ces hormones-là. Et du coup, souvent, on est en train de travailler avec des pilules, des anti-inflammatoires, et la base, c'est beaucoup plus haut. Peut-être juste aussi une chose à mentionner par rapport au temps, c'est qu'on a un peu cette habitude dans la société où quand il y a un mot, il y a une douleur, mais peut-être c'est important déjà de prendre quelque chose sur le moment, mais le travail, il est beaucoup plus en profondeur. Et aussi quand on prend un médicament,
Eh bien, ça, les compagnies pharmaceutiques le savent également, on en tient compte dans les études, mais c'est que 30% d'un comprimé, quand on le donne, 30% de son effet est placebo. Ça, c'est assez incroyable. Comment on peut expliquer ça, docteur Carnino, le côté placebo, exactement? Comment est-ce qu'on Les explique? médicaments? Ouais. Alors, tout simplement, en fait, parce que bien sûr, c'est la relation aussi avec le médecin, avec celui qui prescrit simplement le médicament. Donc, la confiance qu'on a en fait vers l'autre personne qui nous dit, bah voilà, vous avez besoin de ça, etc. On y croit comme les exemples des études que je vous ai montrées. Quand on croit que quelque chose nous fait du bien ou nous fait du mal, notre corps, en fait, s'adapte à cette croyance. D'accord? Je fais l'exemple, par exemple, d'une étude, c'était intéressant, c'était une boisson. Donc, c'était deux groupes. Ils ont fait boire une boisson à un groupe en lui disant que c'était très, très calorique, c'était riche en graisse, etc., etc. Puis, ils ont mesuré dans le sang une hormone de la faim. Donc, l'hormone de la faim diminue quand on mange quelque chose de très lourd. Et à l'autre groupe, ils lui ont dit, par contre, c'était une boisson très, très légère, qui avait pratiquement rien, c'était que de l'eau, etc. Ils ont mesuré aussi cette hormone. Bah, devinez, les personnes qui pensaient que c'était une boisson très calorique ont vraiment une hormone qui a diminué dans le sang, tandis que les autres, en fait, ils avaient toujours faim à la fin. Et c'était exactement la même boisson. Donc vraiment, ce qu'on prend comme nourriture, comme médicament, si on pense que ça nous fait du bien, ça va avoir un effet, en fait, placebo. Ou si on pense que ça nous fait du mal, on va avoir cet effet aussi nocebo. C'est pas rare de voir des patients qui veulent pas prendre certains médicaments. On les force, on les force. Et par hasard, entre guillemets, c'est ceux qui développent vraiment tous les effets secondaires de ce médicament. Donc, c'est vraiment un refus du corps par rapport à ce qu'on prend ou une acceptation à l'inverse, quand on est d'accord et quand on sait que ça va nous faire du bien. C'est pas, on prend, c'est pas qu'on est en train de prendre, voilà, comment dire, de rire du patient, de lui donner quelque chose juste pour lui faire croire que. C'est juste comme ça, on fonctionne toujours, en fait, par un système de croyance qui détermine ce qui est juste ou ce qui est faux pour nous. Je vois qu'on a quelques questions. Oui. Catherine pose la question, comment différencier le stress positif qui est nécessaire d'un stress négatif? Comment différencier le stress nécessaire d'un stress Positif qui est nécessaire négatif? d'un stress négatif. Donc, Alors, des deux types de stress finalement. exactement, exactement. Bah, comme on a dit, en fait, le stress positif, c'est celui qui nous donne de la force, qui nous donne de l'énergie. C'est celui qui nous motive. Typiquement, c'est vraiment l'exemple le plus simple à prendre, c'est toujours le sport. Donc là, on est stressé, on se sent, il y a un stress qui se fait. Mais après, on est mieux. On se sent plus énergique, on se sent plus en force. Tandis que le stress négatif, c'est celui qui nous enlève de l'énergie, qui nous épuise. Et on le remarque en fait vraiment sur le temps, d'accord? Si c'est juste un moment pendant la journée, c'est un stress entre guillemets négatif, mais ça va pas avoir un impact sur notre santé. Par contre, si le stress négatif se poursuit, alors là, on se sent toujours plus vide en fait à l'intérieur. Et là, on voit que c'est pas pour nous. Donc, Est-ce qu'on pourrait aussi dire que c'est un stress quand il est positif, où on a quand même une cohérence des hémisphères, et puis le stress négatif, il y a un manque de cohérence? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire? alors, par définition, je pourrais pas dire qu'il y a une cohérence cérébrale quand c'est un stress positif. D'accord. Quoique, en fait, j'ai pas de réponse sûre, hein. Je suis en train de réfléchir vraiment avec vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd la cohérence cérébrale, c'est souvent quand il y a un conflit. Un C'est ça. conflit, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Un conflit entre ce qui est juste et ce qui est faux, etc. Donc, on se sent séparé. Par définition, donc le cerveau aussi sépare les signaux. Par contre, quand on a un stress qui est positif, en fait, c'est quelque chose qu'on veut faire. On est motivé pour le faire. Donc, c'est pas exclu en fait que dans cet état-là, en fait, il y a quand même une harmonisation, même si les hormones de stress sont quand même là. C'est pour ça que le cortisol est quand même généré quand on a un stress positif. Donc, c'est pour ça que. Mais ouais, c'est intéressant. Ça, Très ce serait bien. à dire. On a encore une autre question de Véronique qui pouvons-nous généraliser le postulat que tout symptôme est d'origine mentale? Attendez, répétez juste la question parce que je ne la lis pas. Pouvons-nous généraliser le postulat que tout symptôme est d'origine mentale? Ça veut dire que maladie imaginaire ou est-ce que tous nos symptômes qu'on peut avoir, nos maux, sont d'origine mentale? Alors, attention lorsqu'on dit comme ça. Parce que justement, ça peut être. Il peut y avoir une signification, comment dire, mal interprétée. Ça ne veut pas dire que tout est dans notre tête, donc il n'y a rien qui est réel, donc c'est imaginaire et que tout est mental, voilà. Non, absolument pas. Quand tout est réel, tout est absolument réel.
Qu'il y ait une implication de nos émotions et de notre mental, oui. Que ce soit dans un sens que dans un autre. C'est difficile de trouver une personne qui a un symptôme qu'une maladie et qui n'est pas du tout affectée mentalement. Dans le Mhm. sens que, bien sûr, ça crée un stress, simplement la maladie. Et à l'inverse, bien sûr, euh, toute maladie dérive quand même d'un stress. Mais ça ne veut pas dire, je précise et je préfère vraiment souligner 3 fois que c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est imaginaire. Ça ne veut pas dire que tout est dans la tête. Parce que c'est pas du tout le cas. Non, ça, c'est pas vrai. En Mais fait, c'est des boucles finalement qui s'entretiennent parce que si on a une douleur, exactement. bah, ça crée un traumatisme, que ensuite, Exactement. c'est un petit peu votre travail, c'est de défaire cette boucle. Exactement. Oui. Ça, Parce hein. que souvent, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on déconstruit ensemble. C'est, D'accord, très bien. Le mot stress, c'est Myriam. Le mot stress m'interpelle beaucoup. Le stress émotionnel, où se situe-t-il? le mot Il y a stress. des questions. Le mot stress, donc c'est de savoir le stress Oui. émotionnel, Oui. où est-ce qu'il se situe? En termes anatomiques, je sais, j'ai pas comment c'est Myriam qui a. Non, oui, c'est Myriam. Je pense que c'est un terme Je anatomique. n'ai Ou voilà, peut-être dans le corps, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on va le ressentir. Alors, tout simplement, en fait, comme j'ai mentionné, en fait, ça part du cerveau émotionnel, puis après, il y a la cascade hormonale qui est induite. Donc, aussi au niveau du système nerveux, il y a le système sympathique qui s'active avec l'adrénaline, etc., la noradrénaline. Et puis, au niveau hormonal, il y a le cortisol qui est généré. Donc, quand on parle de stress de façon générale, c'est vraiment une perception du corps où il doit trouver une solution, il doit trouver des ressources pour pouvoir affronter la situation. Donc, ça n'a pas un endroit. Donc, quand on parle de stress, de façon générale, c'est toujours émotionnel en soi. Sauf si c'est un traumatisme, c'est un stress physique directement. Mais de façon générale, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais euh, Donc, en gros, il va j'entends se comme ça. répercuter depuis le psychisme sur un élément somatique qui est Bien le corps. sûr. Donc, on a Oui, en fait exactement. plusieurs Parce que endroits. comme on a vu, justement, c'est connecté. Il y a vraiment un cocktail chimique qui est généré. Et puis voilà. Donc, ça a un impact sur le corps. Très bien. Ben, on va continuer. Oui, alors justement, vu que je les ai mentionnés, je voulais simplement dire 2 mots sur ce type de thérapie pour les personnes qui peut-être ne les connaissent pas. Donc, en particulier les fleurs de Bach, c'est des extraits de fleurs en fait qui permettent de soutenir la régulation des émotions. Donc, c'est prescrit sous forme de mélange, personnalisé en fait pour la personne. Donc, selon les émotions prédominantes, on va harmoniser en fait l'ensemble. C'est vraiment ça a des effets super, que ce soit pour les adultes, les femmes enceintes, les enfants, même les animaux. Donc ça apaise vraiment les émotions, que ce soit l'anxiété, la tristesse, la colère, etc. Ça permet de gérer des périodes de stress importantes, de transition, de changement. Ça permet d'avoir une meilleure clarté mentale et de soutenir simplement le bien-être. Donc là, on va agir vraiment au niveau émotionnel et c'est quelque chose qui se fait d'une manière vraiment personnalisée pour la personne. Ça, c'est les fleurs de Bach. Euh, Juste une oui. question par rapport, par exemple, à un anxiolytique ou à un médicament standard. Mhm. Comment est-ce que ça va influencer sur les hormones? À quel endroit est-ce que ça va agir par rapport à un autre médicament qu'on aurait à Alors, les médicaments classiques agissent chimiquement. Mhm. Les fleurs de Bach n'ont pas de molécules chimiques. Elles n'agissent pas au niveau chimique, elles agissent au niveau énergétique. Donc, si on pense simplement en physique, on sait que la matière est composée. Tout le monde sait un peu l'équation d'Einstein, E égale mc au carré. Donc, on sait que la matière est toujours corrélée à l'énergie. Donc, en fait, la matière, c'est simplement de l'énergie qui est condensée. D'accord? Donc, en fait, là, on n'a pas la matière, donc la partie de molécules qui vont agir sur des récepteurs comme les médicaments standards. Là, on a la partie que de l'énergie de la fleur qui a été extraite. Mhm. Voilà. Ça, D'accord. c'est la différence. C'est pour ça qu'on n'a pas d'effet secondaire chimique, parce que c'est le corps, en fait, qui va gérer cette information, en fait, comme il en a besoin. Et ça fait sens parce que quand on n'est pas bien, on peut souvent dire on est bas en énergie finalement. Oui, C'est on vraiment l'utilise souvent. Ouais. peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est important de comprendre, hein, si à la base, hein, comme médecin, on a cette formation qui est beaucoup sur voilà, la matière, le somatique. C'est vrai que pendant longtemps, je ne vous cache pas, je sais pas, enfin, ça me parlait pas tellement ce côté d'énergie, mais
même si, par exemple, ça va parler à tout le monde, hein, vous avez votre téléphone, dedans, il y a une pile, il y a des ondes qui sont envoyées. Ça, c'est pas de la magie, hein, on parle et puis il y a des ondes qui partent. Bah, le corps, c'est la même chose, hein, même le cœur, hein, quand on fait un électrocardiogramme, bah, on voit, ça c'est une conduction électrique, mais il y a toujours une énergie qui est là. Et c'est vrai que bah, c'est pour ça que je suis particulièrement intéressé que voilà, vous nous ayez rejoint à la clinique parce que ça fait tout sens. Hein. L'énergie en elle-même, dans le corps, si elle est mal répartie, ça vient aussi sur des médecines ancestrales, ben on va sentir, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui joue pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est réel, sauf qu'il est pas palpable en tant que tel Ouais, avec les instruments de mesure qu'on a classiquement. exactement. Exactement. Euh, j'ai Brigida qui pose une question. Bon, ça Oui. répond partiellement. Quels outils ou pratiques conseillez-vous pour gérer une anxiété généralisée combinée à une hypersensibilité, particulièrement lorsque cela crée un stress constant, sans lien direct avec un événement particulier? Et comment intégrer ces pratiques de manière durable dans le quotidien pour éviter la cascade qui finit par la maladie? Mhm. Ok, très bonne question. Alors, si on ne sait pas la cause, comme je dis toujours, c'est pas important. On la cherche des fois en cause en termes d'événements traumatiques ou d'événements qui s'est passé qui a fait que, d'accord? Si on la trouve pas, c'est pas grave. On travaille sur ce qu'il y a maintenant. De toute façon, c'est dans le présent. Est-ce qu'il y a une émotion qui surgit? Il y a une anxiété, il y a une peur, on travaille sur la peur. On essaie simplement de l'éliminer. Parce que souvent, en fait, on a ces émotions qui bloquent et donc qui se réactivent sans arrêt. Si on voit concrètement, en fait, que les émotions, normalement, une émotion, son cycle vraiment dans le corps est de 90 secondes. Toute émotion qui dure plus longtemps, c'est une émotion en fait qu'on réactive. On réactive le circuit par nos pensées, etc. Parce qu'on rumine. Donc, bien sûr, alors, comment faire concrètement en fait à la maison, donc toute seule? Je conseillerais simplement toutes les techniques qui permettent de vous mettre en harmonie, de vous mettre en cohérence cérébrale. Donc, ça peut être la méditation, ça peut être des exercices de respiration. Donc, ça, c'est plutôt des exercices qui permettent d'éliminer l'émotion dans le moment, de la débloquer, d'accord, et d'apaiser le corps. OK? Puis après, bien sûr, alors idéalement, ben, de travailler justement pour déconstruire le schéma automatique en fait qui a été mis en place. Et ça, là, ça rejoint en fait à l'autre méthode que j'utilise pour vraiment déconstruire ces schémas de pensée et d'émotion qui se réactivent sans arrêt. Donc, il y a des techniques pour calmer la situation en aigu. Donc, si l'émotion survient, alors à ce moment-là, vous faites des exercices de respiration, d'élimination. On pourra en reparler justement parce que je les donne toujours des outils concrets aux patientes à faire toutes seules à la maison. Donc, pour calmer la situation. Puis après, on travaille pour éviter que ce circuit se réactive sans arrêt. D'accord? Voilà, ça, c'est ce que je me sens de vous dire. Et puis, juste par rapport à ça, pour rebondir, enfin, si on peut répondre, mais est-ce qu'on a une moyenne de fois que un patient doit faire ces techniques pour qu'elles commencent à fonctionner? C'est un petit peu comme quand on va au fitness, bon, on n'a pas tout de suite Bien sûr. les muscles émotionnels. Comment ça se passe? Alors, pour l'exercice, donc pour prendre l'habitude de faire ces exercices, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut répéter. D'accord? Comment on apprend à aller à vélo, comment on apprend pour justement aller faire du sport, c'est avec la répétition. D'accord? Pour déconstruire les schémas, alors ça dépend de beaucoup de facteurs. Je ne veux pas dire que ça se fait en 2 secondes, etc. Mais ça dépend des situations. Ça peut se faire rapidement avec la méthode que peut-être j'explique tout de suite, comme ça, peut-être la question On y va. peut être mieux répondue. C'est donc la méthode que j'utilise, c'est pas la seule encore une fois, mais c'est la méthode Psyche. En fait, c'est une méthode qui est basée sur les neurosciences et qui exploite en fait différents donc, principes des neurosciences, dont le premier c'est la neuroplasticité. Donc ça permet, je vais vous expliquer comment ça va créer des nouvelles connexions. Donc, ça va faciliter l'adaptation vraiment des réseaux, des connexions neuronaux, parce que quand on a des schémas de pensée, des automatismes, c'est parce qu'on a un circuit cérébral qui fonctionne, on le connaît, c'est le circuit, c'est le même circuit, et donc ça continue comme ça. Et donc, avec cette méthode, avec la procédure que je vais vous expliquer, on va construire des nouvelles connexions directement. Ensuite, bah là, on va travailler directement avec le subconscient. Donc, en neurosciences, on estime en fait que 95% de nos pensées, de nos fonctionnements, de nos actions
en fait, et sont dirigées par notre subconscient. Donc, une partie, en fait, qu'on ne contrôle pas, un automatisme, d'accord? Donc, lorsqu'on discute avec le patient, on dit, bah voilà, il y a ça, alors peut-être il faut faire attention à ça, etc. Ah oui, on comprend, mais on parle qu'avec le 5%, avec cette partie consciente, en fait, rationnelle. Le subconscient, il est là, mais il n'a pas absorbé l'information. Lui, il absorbe les informations de deux manières. Ou la répétition, donc comme on a dit avant, on fait plusieurs fois, et donc à la fin, on mémorise. Ou l'association. Quand vous vous êtes brûlé la première fois, vous n'avez pas dû répéter l'expérience, vous l'avez mémorisé tout de suite. D'accord? Et donc avec cette méthode, on va justement travailler avec l'association pour que les choses soient mémorisées plus rapidement. Et comment on fait? Entre autres, on va mettre donc le cerveau dans un état de cohérence cérébrale. En synchronisant donc ces hémisphères, comme on a dit, on va optimiser les performances et résoudre de manière plus efficace. Et on va éliminer le traumatisme, la perception, le stress, l'émotion bloquée, etc. à ce moment-là, dans cet état-là. Ça paraît abstrait comme ça, mais je vous fais l'exemple, par exemple, d'une patiente qui avait peur de l'eau depuis 20 ans, une peur qui l'a paralysée complètement dès qu'elle s'approchait de l'eau. En la mettant dans un état de cohérence cérébrale, donc simplement avec toute cette méthode, on a fait une session, puis le lendemain, elle a commencé à aller à la piscine comme si de rien n'était. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours comme ça du jour au lendemain, ça va dépendre des peurs, ça va dépendre de la situation, mais si on utilise la bonne méthode, donc en allant directement sur le subconscient au lieu de juste parler, et en utilisant ces principes de cohérence cérébrale, etc., de respiration, et puis après, je guide le patient d'une certaine manière, on arrive en fait à changer les choses d'une manière douce, mais plus efficace. Encore une fois, il faut voir de patient à patient, il faut voir de cas en cas, d'accord? Je ne peux pas généraliser. On est en train vraiment de parler d'une médecine holistique intégrative personnalisée par définition. Donc, je, je précise que c'est vraiment pas une généralité, mais c'est pour vous faire comprendre un tout petit peu que en utilisant ces outils dont on a parlé ce soir aussi, on peut faciliter en fait tout ce type de processus ensemble. Et le dernier outil qu'on utilise en fait avec cette méthode, c'est le test musculaire. Donc, c'est comme ça que j'identifie en fait le type de stress, s'il est présent ou pas, et j'identifie si la transformation a été faite ou pas. D'accord? C'est pourquoi? Parce que lorsqu'on a un état de cohérence cérébrale, on a une cohérence aussi dans le corps, donc avec nos muscles aussi. Le test kinésiologique, c'est le test musculaire où on va appuyer. Donc, si on a un état d'harmonie, de cohérence, c'est quelque chose qui est bon pour nous, le muscle se contracte et on tient bien le bras. C'est vraiment un test sur le bras. Tandis que si on a un état de stress, donc de désynchronisation au niveau des hémisphères, le bras lâche et on ne tient pas. Ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est vraiment involontaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester. En kinésiologie, ça s'utilise énormément. Donc, on l'utilise aussi avec cette méthode pour comprendre en fait si la transformation a été faite. Voilà, je peux vous montrer, je peux vous parler de plein d'exemples. Encore hier, justement, j'ai eu une jeune justement qui avait des émotions qui la submergeaient. Et puis, après l'équilibration, comme on appelle en fait avec Psyche. Après l'équilibration, elle cherchait cette émotion, elle n'était plus là. On a fait le test. Avant, le muscle ne tenait pas, puis après, le muscle tenait. Donc après, c'est vraiment des choses qui se mettent en place. Et lorsque on termine une session, on décide toujours un plan d'action ensemble, parce que avec ce type de processus, on va débloquer un potentiel, d'accord? On va libérer les émotions qui sont bloquées, etc. Mais après, il faut agir en conséquence. D'accord? Nos actions doivent être cohérentes avec ce qu'on débloque et ce qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose disons que je conseille toujours. Donc faire des actions qui sont cohérentes avec votre nouvel état émotionnel actuel. Voilà, En ça fait, c'est... c'est un petit peu comme si pour un ordinateur, vous alliez dans le système d'exploitation pour trouver le Exactement, qui tourne tout le temps, le changer et remettre un exactement. qui est. On fait une mise à jour. Une mise à jour, exactement. Je crois que ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant parce que finalement, on pense savoir qui on est, mais c'est justement ce 5% et le 95%, en fait, c'est nos schémas qui sont montrés par notre langage non verbal, tout ça. Des fois, finalement, les autres nous perçoivent vraiment Mm. beaucoup plus comme ce qu'on est, mais peut-être encore ils nous perçoivent avec leurs filtres, mais Exactement. que du coup, on passe une bonne partie de notre temps, si on n'est pas conscient, à vivre sur un programme qui est peut-être même pas de nous et puis qui a été mis, comme vous avez dit, au cours de Ouais. l'enfance. Et puis la chose qui est magnifique, c'est que pendant longtemps, on pensait qu'on ne pouvait pas changer les pensées. Et le fait qu'on puisse les changer avec du travail, finalement, bah, c'est comme
j'image, hein, mais c'est un peu comme le Mac qui a le nouveau programme qui Ouais, est arrivé. Littéralement, la personne change et on peut changer, on peut être une autre personne avec le temps. Et c'est juste, absolument. voilà, le travail, on va dire, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple à comprendre, mais c'est pas facile à toujours à réaliser. D'ailleurs, pourquoi c'est pas facile? C'est peut-être une question. Pourquoi est-ce qu'on... Eh oui, c'est une très bonne question parce que souvent on dit, ah, je sais ce qui me fait du bien, mais j'arrive pas à le mettre en place. Pourquoi ça change pas? Il y a toujours ces automatismes hein, qui sont en route. Et parce qu'en fait, il y a le cerveau fonctionne toujours par économie d'énergie. Mhm, Il va jamais faire quelque chose s'il faut plus d'énergie par rapport aux bénéfices qu'il obtient. D'accord? Si je vous dis, par exemple, vous allez gagner 1000 francs il y a 1000 francs sur votre chaise, tout de suite, vous les prenez, c'est facile. Si je vous dis, vous allez gagner 1000 francs si vous escaladez une montagne, ça commence déjà à devenir plus difficile. Il y a moins de motivation. C'est normal. Et puis ça, c'est en fait par chaque habitude, chaque nouvelle chose, le cerveau fait toujours une balance. Est-ce qu'il y a un bénéfice par rapport à l'énergie que je dois dépenser? Et quand on n'arrive pas à changer, c'est parce qu'en fait, et là, il faut être quand même conscient sur soi-même, il y a un bénéfice à rester dans cette situation. Et prenez ces mots-là d'une manière présente. Ça veut dire que ça veut pas dire ah c'est vous qui voulez rester dans cette situation, vous voulez pas changer, c'est pas ça. C'est juste que le corps a instauré certains automatismes, a mis en place donc cet état-là, que ce soit de fatigue, que ce soit n'importe quoi, a mis cet état-là en place parce qu'il en avait besoin. À un moment donné, il en a eu besoin. Il en avait eu besoin pour survivre, pour aller mieux. D'accord? Donc, il a eu un bénéfice en fait à le faire. Donc maintenant, si ce bénéfice est toujours là, c'est difficile de changer, sauf si il y a un nouveau bénéfice plus grand en fait pour lui. Donc, ouais, je peux faire plein d'exemples, mais par exemple, on peut prendre les enfants. Voilà, pour prendre quelque chose de tout simple, un enfant qui tombe souvent malade. On peut se poser la question, voilà, quel est le bénéfice aussi de quand il tombe malade? Cet enfant, en fait, il reçoit beaucoup plus d'amour, d'attention quand il est malade. C'est un mécanisme souvent qui est presque classique, où quand il est malade, il reçoit plus d'affection. Donc son inconscient, c'est pas, il se fait pas mille calculs, il associe maladie avec j'ai beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus d'amour, c'est quelque chose qu'il a besoin pour sa survie en tant qu'enfant, d'accord? Et donc son corps veut instaurer cet état de maladie pour recevoir cette attention. Ça a l'air, ça presque banalisé comme ça, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, vraiment, notre corps a toujours, comment dire, une stratégie en place. D'accord? Donc, si on n'arrive pas à changer, c'est parce qu'il y a une stratégie déjà à la base qui est en train de vouloir la maintenir. Voilà, ça c'est pour parler de manière générale, mais après, chaque cas, c'est vraiment passionnant aussi de comprendre comment on fonctionne. Donc, on découvre beaucoup de bénéfices secondaires, comme on dit. On a une question ici. Donc, je suis là. C'était un petit peu plus tôt. C'était Josiane qui posait la question par rapport au spagyri. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne comme les fleurs de Bach? Ça fonctionne pas comme les fleurs de bar, mais c'est similaire. C'est similaire, c'est toujours sur le plan plutôt énergétique. Et tout à fait, ça aide énormément aussi à équilibrer. Ok. Oui. Et on a Mélanie et Catherine qui, enfin, c'est un peu la même question. Est-ce que la cohérence cérébrale s'apparente à un état d'hypnose? Non, c'est pas la même chose. L'état de cohérence cérébrale, vous pouvez l'avoir pendant que vous cuisinez, pendant que vous regardez un coucher de soleil. C'est un état de vraiment d'harmonie de façon générale. L'état d'hypnose, vous avez un état de conscience altéré. On a vu avant les ondes, vous avez plus d'ondes d'état. Donc vous êtes, imaginez quand vous êtes en train de vous endormir, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Donc voilà, l'hypnose, vous avez un état de conscience qui est modifié. Et je fais toujours la différence en fait par rapport à la méthode Psyché. Avec Psyché, on est conscient quand on fait la procédure. Avec l'hypnose, en général, ben, c'est plutôt celui qui pratique justement l'hypnose qui nous guide. Et nous, on absorbe parce qu'on est dans un état justement d'onde cérébrale plus, donc plutôt θ. Donc il y a moins de conscience rationnelle qui est présente. Tandis que là, avec Psyché, par exemple, ben, on est dans un état normal, comme Ouais. ça. Et puis, Brigida pose la question, pour optimiser les bienfaits de la méditation, quel est le moment idéal pour pratiquer, matin, soir, en autre moment, et quelle durée recommandez-vous pour débuter ou progresser? Alors, si vous n'avez jamais médité, c'est important de voir le type de méditation que vous préférez. Il y a des méditations qui sont même en mouvement, il y a des méditations qui se font en silence. Euh,
Et le moment de la journée que vous... Alors, il faut vraiment s'écouter. Il n'y a pas une règle générale, encore une fois. Ça veut dire que si méditer, ça devient un rendez-vous qui vous stresse parce que le matin, vous devez partir au travail, etc., ça ne joue pas et on a dit que c'est mieux le matin. Ou le soir, parce que vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à méditer et puis on a dit que c'est bien le soir, ça ne sert à rien. Donc, essayez de dire, OK, j'essaie le matin. C'est clair que le matin ou le soir, donc lorsqu'on est dans un état, typiquement le matin, quand on est dans un état, par exemple, encore proche du sommeil, mais on n'a pas été stimulé par le Natel, par téléphone, par etc. On est dans un état de réception et donc ça, c'est idéal à faire. Donc, si vous avez jamais médité, commencez par 5 minutes. Puis après, vous dites, ah, OK, puis vous faites 10 minutes, un quart d'heure. Il ne faut pas non plus des heures. Si encore une fois, il ne faut pas tout de suite commencer par des heures. Il n'y a pas besoin, dans le sens, c'est vraiment selon ce que vous ressentez. Si vous ressentez un bénéfice après 10 minutes, c'est déjà bien pour commencer. Commencez toujours par un petit pas. Rappelez-vous donc la balance entre effort et bénéfice du cerveau. Il ne faut pas lui dire on va méditer 1 heure 2 fois par jour. Il vous dira non dès le départ. Petit pas après petit pas et petit à petit, vous construisez votre habitude personnelle. Donc, moi, je conseillerais de commencer le matin, si ça va pour vous, si vous sentez un bénéfice. Sinon, essayez à un autre moment de la journée. Puis ici, ça va. Enfin, l'important, c'est que ça vous fasse du bien. C'est pour vous. Il n'y a pas de règle générale. L'important, c'est au moins d'essayer parce qu'en tout cas, ça peut faire du bien. Et je pense que le docteur Martinec peut confirmer. Ah oui. Oui, alors, bah, on en parlera après, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique depuis 10 ans. Et en fait, c'est aussi un moment, alors il faut imaginer ça un peu comme un sport ou un fitness. Donc, il y a rien de ésotérique là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir ralentir ces ondes cérébrales. La respiration, quand on se concentre sur la respiration, on ne se concentre pas sur toutes les autres idées, les courses, les WhatsApp, les machins qui ne vont pas. Et ça permet d'être très, très focus. Et en fait, finalement, on a aussi bah, la cohérence cardiaque où le cœur va aussi se ralentir. En fait, tous ces hormones de stress vont se réduire. Puis, c'est quelque chose qui s'apprend, comme vous dites, c'est des petits pas à chaque fois. C'est important de choisir un moment où vous êtes bien, d'éteindre le téléphone, le Natel, qu'on ne vous dérange pas. Puis petit à petit, vous allez même devenir addict à ça parce qu'on on est vraiment bien. Et après, effectivement, ça peut se faire, c'est pas une méditation, c'est plutôt de la pleine conscience, même quand on travaille. Par exemple, j'aime beaucoup faire ça quand je perds. Il y a des moments où je suis même relaxé et très focus en opérant parce que je suis dans ces états-là et on peut devenir, au contraire, si vous avez quelque chose que vous voulez faire qui est précis, bah, si vous êtes calme et vous n'êtes pas en train de penser à plein d'autres choses, vous allez beaucoup plus focus. Donc, je suis un grand fan. Allez voir Dr Escarlino, elle va vous donner ses tuyaux. C'est des investissements en temps et tout ce que vous allez mettre dedans qui sont vraiment, vraiment valables. Et d'ailleurs, la méditation, il y a de nombreuses études qui montrent que ça prolonge la vie et ça prolonge la qualité de vie, puisque vous allez réduire cette boucle avec le cortisol qui va stimuler l'inflammation, qui va stimuler les douleurs. C'est pas qu'elles vont partir tout de suite. Et je crois aussi la clé, c'est les petits pas, mais si vous tombez, ça marche pas tout de suite, c'est pas grave. Chaque fois, vous essayez un petit peu, peut-être ce sera 2 minutes, 3 minutes. Et puis un autre truc qui est pas mal, peut-être vous pourrez volontiers complémenter là-dessus, c'est d'écouter ce qui se passe dans votre cerveau. C'est d'imaginer comme si vous sortez de vous-même, et ça se fait, et de voir qu'est-ce que je suis en train de penser. Est-ce que c'est les trucs qui me font du bien ou est-ce que je suis en train de me saboter? Est-ce que je suis en train de dire ouais t'es nul, t'es pas assez bien, t'es pas une bonne maman, t'es pas une bonne femme, t'es pas. Et en fait de prendre conscience. Puis après, ben, c'est tout le travail que vous allez pouvoir avec l'accompagnement de la doctoresse Carlino. Mais c'est Être observateur de soi-même. Observateur. observateur de Ouais, soi-même, c'est ça. Voilà, absolument. Absolument. C'est l'état de présence, en fait, quand on dit il faut être présent. C'est ça, en fait. c'est C'est ça. s'observer, continuer à fonctionner, mais en étant observateur de soi-même. Donc, voilà. Si vous êtes concentré sur ce que vous faites à l'instant, vous ne pouvez pas vous reconnecter à des choses avant ou après. Mais ça demande, chaque fois, il faut revenir sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être tout bête, vous êtes en train, je sais pas, de tricoter, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train de, Mhm. c'est de se concentrer sur le geste sans réfléchir plus. Et du coup, bah, le cerveau, petit à petit, le focus, il est vraiment juste
sur ce cours, sur quoi on est. Exactement. Voilà, docteur Carlino vous accompagnera là-dessus. Si, en tout cas, voilà, on va en parler après, comment Merci. rendez-vous. Et plus on le fait, plus ça vient facile, entre guillemets, ça vient un automatisme. Donc, C'est comme jouer du piano, comme jouer d'un instrument, bah, ça s'apprend. exactement. Exactement. Bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, bon, en conclusion, on a vu comment le stress, donc on en a parlé, donc comment notre stress et nos émotions peuvent directement être liés en fait à la maladie et aux différents problèmes de santé. Donc il faut penser que chaque fois que vous ressentez de la frustration, d'insatisfaction, de l'anxiété ou même des sensations plus fortes comme le stress, la peur, etc., c'est pas juste une émotion qui vous submerge, c'est le signal en fait qu'il y a quelque chose de plus profond qui appelle à être écouté, compris, transformé. Je je précise toujours avec les patientes que c'est pas quelque chose qui joue pas avec vous, d'accord? Il n'y a pas une erreur, c'est pas que votre corps vous lâche, qu'il y a quelque chose qui vraiment qui ne fonctionne pas. Non, tout fonctionne comme il se doit. Juste qu'il fonctionne selon un certain schéma, d'accord? Il faut juste mettre à jour ce schéma. Il a très bien fonctionné, il fonctionne de la meilleure manière possible actuellement. Si on met à jour, bah, il va fonctionner d'une autre manière s'il le faut, d'accord? Donc ça, c'est important. Et bien sûr, bah, toutes ces sensations se traduisent dans le corps. Donc si vous avez des douleurs, vous souffrez d'une quelconque maladie ou d'un problème de santé, ça veut dire qu'il y a une implication aussi dans la sphère émotionnelle et mentale. Donc c'est bidirectionnel. Donc j'espère que ce soir, vous ayez un peu mieux compris en fait comment vraiment tout est lié. Et quand on parle de santé holistique chez la femme, j'aime toujours dire que l'objectif n'est pas seulement une bonne santé physique, d'accord, ne pas avoir juste de douleurs, etc., mais plutôt un sentiment vraiment intérieur de bien-être à 360 degrés. Donc, on peut prendre tous les compléments alimentaires du monde, faire du sport et manger, ce qui est parfaitement, mais ce qui est très bien, hein, il faut continuer à le faire. Mais si on vit dans le doute, l'anxiété, l'insatisfaction, encore une fois, dans le stress, même celui qu'on a tendance à définir comme normal, des gens qui sont hyper stressés disent, mais c'est normal d'être stressé dans la société d'aujourd'hui. Non, pas forcément. Donc, ce n'est pas un vrai bien-être, être comme ça, vivre le quotidien comme ça. Ça nous empêche vraiment de vivre pleinement. Donc, on a commencé ce soir avec le mot connexion. On a vu à quel point tout est interconnecté dans notre corps, dans notre esprit, dans nos émotions. Et c'est en retrouvant une harmonie, en fait, dans notre cerveau, dans notre corps aussi, à travers la cohérence cérébrale, qu'on peut vraiment rétablir une harmonie dans l'ensemble, dans notre corps, mais surtout dans notre vie et dans notre bien-être de façon vraiment globale. D'accord? Parce qu'encore une fois, le système nerveux communique avec toutes nos cellules. Donc, comme on en a dit, si vous voulez entreprendre ce voyage ensemble, on a vraiment conçu avec le docteur Martinet un parcours exprès pour les femmes qui veulent retrouver cet équilibre mental, émotionnel et physique. Et c'est vraiment une prise en charge de médecine intégrative et holistique où on va aborder ensemble point par point afin d'accompagner vraiment chacune de vous avec des outils concrets vers un quotidien et une santé plus harmonieuse et que vous méritez. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, là, je vous laisse le mail peut-être qui peut être utile Oui, au cas alors, où. je vois qu'il y a encore quelques questions. Mettez encore des questions pendant que je parle, hein, on va prendre un peu de temps, mais peut-être juste, voilà, pour les consultations, donc je suis très fier d'avoir le docteur Scarlino parmi nous, c'est vraiment un vrai cadeau. Moi, je dirais, c'est vraiment une des parties de la médecine moderne, hein. Il faut savoir que là, la doctoresse a juste effleuré la surface, hein. Donc, il y a des études. C'est vrai qu'on est dans une médecine qui va traiter les symptômes. C'est important dans l'urgence. Mais si on veut faire un travail en profondeur, eh bien, on voit maintenant que, comme disait, on peut prendre tous les compléments, faire tout le sport, ce qu'on veut. Ça m'arrive malheureusement de voir des gens qui voilà, font tout, mangent du vegan et ils arrivent quand même avec une maladie grave parce que dedans, il y a cette hormone du stress qui va déséquilibrer, qui va réduire. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes maître de votre santé. Je crois que ça, c'est vraiment important. Vous êtes maîtresse. Je crois que c'est important de pouvoir réduire au maximum cette peur de la maladie et puis de pouvoir être accompagné. Donc, il y a la possibilité effectivement de faire ces consultations. Euh, si vous êtes intéressé, donc vous avez le email info@clinique-sus.com.
Donc, Anastasia, qui nous accompagne, va le remettre dans le chat. Vous pouvez aussi téléphoner. Bientôt, il y aura la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Pour l'instant, ça sera via le mail. En tout cas, allez-y. Vraiment, je vous recommande. Vous allez vous faire un cadeau magnifique là-dessus. On parle de médecine préventive. Puis, la docteure Carlino a aussi la notion de la médecine allopathique, puisqu'elle était terminée comme chef de clinique justement aussi dans les hôpitaux. Donc, c'est complémentaire. Et là, on fait vraiment, vraiment un travail de fond. C'est un nettoyage. J'ai envie de dire, parfois, on va redevenir soi-même. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec du travail souvent, et même dans la médecine, on peut être formaté d'une certaine façon. Il faut penser comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est des normes. En fait, c'est des normes. Ce qui va être une vérité en Suisse, on va dire, c'est comme ça. Vous allez au Japon, ça va pas être comme ça. Donc, c'est cette capacité de se retrouver, de pas être, de prendre conscience peut-être des, je ne vais pas appeler de pollution, mais des programmes qu'on a reçus, particulièrement peut-être des idées préconçues qu'on aurait pu recevoir aussi dans l'enfance, et de, voilà, c'est d'être bien et d'être en harmonie. Donc, info@clinique-suisse.com, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Vous verrez, c'est une expérience incroyable. Euh, on a quelques questions. Oui. Encore, alors, juste, je reviens ici parce qu'il y a des questions qui filent et ça remonte. Alors, ça, on a déjà eu pour optimiser les bienfaits. Voilà. Ensuite, c'est est-ce que la méthode Psyché s'apparente donc à la sophrologie? Non. La sophrologie, en fait, est basée plutôt sur la respiration. Avec Psyché, on ne fait pas que la respiration, comme je dis, on utilise différentes techniques. Mais encore une fois, la sophrologie aussi agit sur cet état de relaxation. Enfin, avec Psyché, on va vraiment agir au niveau du système nerveux et du subconscient pour transformer des choses. Pas juste, c'est pas juste une méthode pour se relâcher, c'est une méthode vraiment pour transformer. Que faire pendant si on essaie de méditer, que l'on rumine et puis à la place, que les idées viennent? Les laisser passer. Solution. C'est ce que je me sens dire parce qu'il n'y a rien de pire que je dois méditer, je dois méditer, je dois méditer, puis il y a les pensées qui viennent et puis on veut résister. Alors là, ça crée plus de stress qu'autre chose. S'il y a une pensée qui vient, finalement, au début, c'est normal de la laisser passer, de l'observer, comme Dr Martinek a dit avant. Imaginez que c'est comme si vous êtes assis dans une pièce et vous voyez, en fait, il y a cette pensée ou cette émotion qui revient, vous la voyez passer, d'accord? Vous construisez pas dessus. Elle passe. Après, c'est fini. Et posez-vous la question, en fait, quand vous êtes en train de méditer, quelle sera ma prochaine pensée? Et vous attendez la réponse. Et vous verrez qu'il y a des fois, quelle est la prochaine? Elle ne vient pas. Ouais. Avec certaines questions, ou quelle est la longueur de ma pensée? Quelle sera la couleur? C'est des choses qui vous mettent en attente, et donc c'est là où vous êtes présent. Et donc les pensées, après, elles ne reviennent plus. C'est un exercice. Et puis après, bah, ça, je pourrais vous donner plein de petits trucs pour y arriver. Je crois que c'est intéressant. Moi, j'avais aussi ce qui est pas mal, c'est comme un petit nuage. En fait, vous le laissez Ouais, passer, vous imaginez le nuage qui passe, puis après, il y en aura un exactement. autre, mais vous, vous êtes là, puis vous regardez le nuage, Exactement. laissez passer. Parce que c'est vrai que souvent, au début, je sais que quand j'avais commencé à méditer, je veux me concentrer, ou je dois. Et puis, même s'il y a un bruit, par exemple, une voiture qui klaxonne, il y a du bruit. Au début, j'étais, faut fermer, il y a trop de bruit. C'est laisser le bruit, laissez-le aller, comme le nuage, comme la pensée. Puis en fait, ça réduit le stress, parce que si on essaie Exactement. de Exactement. parce qu'il Exactement. y a du bruit autour, et oui, Faut pas résister. faut pas hésiter, puis au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus facile. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait aussi une question sur la colère. C'est un petit peu la même chose si on a de la colère? Donc, que faire si on a de la colère pendant qu'on Ouais, médite? ouais, ou voilà, il y a des choses qui montent. Peut-être. Mais alors, tout ce qui vient, ça veut dire que c'est le moment de l'éliminer. Donc, s'il y a de la colère qui vient, laissez-la aller.
encore une fois. Elle monte, elle va atteindre un pic. Elle va pas monter à l'infini. Je dis toujours, justement, ce cycle de 90 secondes, il est vraiment réel. Donc, il y a un pic. Quand il y a l'émotion qui vient, elle va monter, 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 atteindre un pic, puis après, elle va redescendre par définition si vous ne construisez pas dessus. Donc, s'il y a de la colère qui vient, laissez-la aller. Elle va monter, vous allez la sentir, sentez-la complètement, puis au bout d'un moment, elle va se dissiper spontanément. Mhm. Ok. Euh, il y a Roxane qui voudrait encore des précisions sur le pack Harmonie anti-stress. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Peut-être. Alors, c'est un peu ce qui est écrit là. En fait, de façon générale, comme résumé, c'est vraiment en fait, un parcours sur 3 mois qui est construit sur vous, en fait. Donc, ça veut dire qu'on se voit la première fois, on définit, voilà, quelle est la situation actuelle, quels sont vos besoins, vos objectifs, etc. Je vous guide par rapport aux points clés sur lesquels je vois où il y a des nœuds, oui, sur lesquels il faut travailler. Puis après, on construit comment dire, les objectifs ensemble. Donc, selon ce dont vous avez besoin, vous, je vous dirai, ben voilà, je vous donnerai plutôt les fleurs de bac, on fera plutôt psyché, je construis, je vous donne les outils qu'il faut pour arriver le mieux possible, le plus rapidement possible à votre objectif. Donc, il n'y a pas un mode d'emploi standard, pour vous, construit sur vous. Il y a Solane qui pose la question, quel est le budget à prévoir pour le pack Harmonie anti-stress? Alors ça va dépendre des conditions d'assurance. Donc ça, peut-être, je vous laisse directement de votre assurance parce que, donc, comment dire, pour les fleurs de bac, c'est remboursé par l'assurance complémentaire selon votre contrat. Donc je vous laisse peut-être vous renseigner directement avec... Voilà. Et puis on a aussi les prix sur le site. Mais Oui, de nouveau, je crois qu'il y a quelque chose de faut savoir que ce qu'on va offrir là, hein, c'est dans certaines parties hors de ce qu'on peut appeler la médecine conventionnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est unique, hein, qu'on ne retrouve pas non plus, j'allais dire, dans les codages médicaux standards. Hein. Donc, c'est c'est vraiment de la complémentarité. ouais. C'est important de noter ça. Disons que tous ces outils, justement, comme vous avez dit, il n'y a pas de parcours standard pour les médecins qui les aident à avoir des outils aussi plus même pour gérer au niveau émotionnel, etc. Donc, j'ai dû les construire par nécessité de clinique aussi, parce qu'en voyant des centaines et des centaines de patients, j'ai vraiment remarqué euh, les besoins réels qu'il y avait derrière. Et donc, petit à petit, j'ai construit justement, je me suis munie de certains outils qui puissent vraiment aider la personne à 360 degrés. Il n'y a rien de pire, je pense que le docteur Martinec peut le dire, d'aider les patients juste symptomatiquement, puis après, finalement, en fait, on n'a rien résolu, ils reviennent et ils sont pires qu'avant, on ne les aide pas profondément. Donc, j'avais vraiment le souhait, et c'est toujours le cas, et puis je continue bien sûr c'est jamais terminé, hein, ce type de parcours. J'avais vraiment le souhait de pouvoir aider d'une manière plus profonde. Donc, c'est tous des outils qui ont été construits dans cet objectif-là. Moi, j'aurais envie de dire aussi, qu'est-ce que ça peut coûter de ne pas investir dedans? Ça veut dire que là, c'est pas une médecine qu'on trouve au coin de chaque rue. En tout cas, pour le moment pas. Peut-être dans 10 ans, peut-être, J'espère, je le souhaite. j'espère beaucoup, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve. Donc, quelque chose qui est rare, eh bien, ça a la valeur que vous allez aussi le donner et le fait d'investir là-dedans. Imaginez que vous êtes stressé, que vous n'arrivez pas à être productif dans votre travail ou que vous n'êtes pas bien dans le couple ou que sais-je, voilà, vous avez des maux de ventre, des ulcères, des trucs parce que vous êtes tellement stressé. Imaginez que vous apprenez, c'est comme si vous allez apprendre le piano, vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre à gérer votre santé et vos émotions. Imaginez ce que ça peut vous faire gagner en bien-être et en productivité si on parle de travail. Donc, c'est quelque chose, je dirais, qui vaut largement ce temps. Hein. On va investir pour des vacances, on va investir pour autre chose. Là, vous allez prendre du temps pour votre santé. Comme disait la doctoresse, il y a des parties qui sont couvertes, partiellement couvertes ou pas couvertes. Ça dépend du programme. Il y aura plus d'informations aussi sur le site web, mais en tout cas, commencez avec le pack Harmonie Anti-Stress, ça vous permettra de découvrir tout ça et peut-être d'avoir déjà des débuts, parce que c'est ça la différence, c'est on peut appeler ça dans ces médecines, en appliquant ces choses, des transformations. Ça veut dire que vous allez commencer à modifier votre personne, puisqu'on est finalement
le schéma de nos pensées. On est nos pensées. Donc, selon les pensées qu'on a, on est cette personne. Donc, si on change nos pensées, ou nos croyances, ou nos façons d'être, eh bien, on change de personnalité finalement. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions de dernière minute? Là, on va conclure. Donc, il y a beaucoup de remerciements. Voilà, c'est surtout des remerciements. Donc, en tout cas, des petits mots d'encouragement. Parlez surtout si vous avez des amis, des connaissances, des personnes autour. Donc, la doctoresse consulte chez nous à la clinique suisse à Montreux. Le webinaire, donc il y a eu des questions aussi là-dessus. Anastasia a répondu, sera prochainement sur notre chaîne YouTube, Clinique Suisse TV. Donc vous allez soit sur Google, soit dans YouTube, vous mettez Clinique Suisse TV et puis vous allez tomber dessus. Il y a plein d'autres webinaires aussi sur l'endométriose, sur l'alimentation. Donc c'est vraiment ça. Encore un petit point par rapport à ça, c'est que pour les patientes qui souffrent d'endométriose, on parle chez nous donc d'un traitement avec 3 piliers principaux. Il y a la partie donc somatique, médicaments, chirurgie que je vais pratiquer. Il y a la partie alimentation, puisqu'on sait qu'il y a aussi un équilibre au niveau du microbiote et qu'un microbiote, on avait parlé dans d'autres webinaires avec Daniela Vigano, de l'importance qui va peut-être même amplifier certains schémas de pensée. Et finalement, donc, le microbiote et la partie mentale. Donc, ces 3 piliers, j'ai pu voir avec le temps, on aide énormément dans une prise en charge holistique. Donc, PAC Harmonie Anti-Stress, Dr Escarlino, parlez-en autour. Et puis, donc, on sera très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, Dr Carlino. C'était vraiment un honneur de vous accueillir. On va refaire des discussions autour de ce thème parce que pour moi, il est passionnant, passionnant. Oui. Et je crois que on pourrait encore être là pendant des heures. Donc, En effet. certains de Il y a encore une question, si c'est possible à distance de faire ce pack Harmonie. Alors, je fais aussi des consultations à distance si c'est vraiment nécessaire. Alors, ça va dépendre si c'est pour tout le suivi ou si c'est que pour quelques fois, peut-être directement, nous écrire, comme ça on pourra vous donner des renseignements pour votre cas en particulier. Et si c'est vraiment nécessaire, voilà, pour certaines consultations, je me mets à disposition. Voilà. Je pense peut-être le présentiel, ça remplace. C'est vraiment important parce qu'il y a Bien sûr, bien sûr. qui après, mais voilà. C'est pour ça que, en général, même la première consultation, c'est important qu'on puisse se voir, qu'on puisse discuter. Puis après, au cas où, si on doit faire des consultations à distance, on verra ensemble. Mais voilà. Magnifique. Merci, Dr Martinek, pour cet échange toujours enrichissant. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Et puis, je me réjouis de vous accueillir. À bientôt. Voilà.